bonjour à tous. Merci de vous rendre disponible pour ce nouveau webinaire animé par Sylvain Badina, webinaire organisé par Maconta, présenté par Sylvain Badina, qui est notre directeur produit et ancien expert comptable. Webinaire qui va aujourd'hui porter sur la contribution économique territoriale. Notamment voir un petit peu ce qu'est cette contribution économique territoriale, voir ces deux composantes, la CFE et la CVAE, comment la comptabiliser dans ma compta, le système déclaratif et ensuite on passera un moment pour répondre à vos questions. Webinaire assez technique. À la fin du webinaire, comme à chaque fois, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction qu'il est important de remplir, s'il vous plaît, pour nous aider à améliorer nos interventions, à les compléter peut-être si vous attendiez certains points qu'on n'a pas pu aborder. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R en haut de l'écran de la fenêtre de Teams, ou si vous êtes en fenêtre réduite sur les trois petits points autres dans le bandeau du haut. Ça permet d'avoir des réponses directement sur vos questions, éviter que ça se perde sur le fil de conversation du chat global du webinaire. Sylvain, je te laisse la main encore une fois pour nous présenter cette contribution économique territoriale et on se retrouve au moment des questions. Parfait, merci Quentin pour ton introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Hop, tac, hop. Voilà, donc le webinaire aujourd'hui sur la contribution économique territoriale. On abordera, comme Quentin vous l'a dit, la partie comptabilisation, mais vous verrez, c'est ce qui est presque le plus facile dans ces impôts. Les écritures comptables sont pas très compliquées, je vous les ai montrées. Voilà, on a calé ce webinaire là sur ce mois de décembre parce qu'on a des obligations de déclaration et de paiement sur lesquelles je vais revenir courant décembre. Donc voilà, rassurez-vous, les dates d'échéance ne sont pas dépassées, donc vous êtes tout à fait dans les temps. Et on va faire une présentation un petit peu globale de ces impôts, puisque comme vous l'a dit Quentin, il y a deux composantes, et les détailler l'une puis l'autre. Voilà, donc la définition de la contribution économique territoriale, les deux composantes, la comptabilisation, et puis après un temps de questions-réponses. C'est un impôt local qui est à la charge des entreprises et qui bénéficie aux collectivités territoriales. Donc tout ce qui va être communes, départements, intersyndicats de communes, régions. Donc c'est un impôt qui va permettre de les financer. C'est un impôt qui a été créé en 2010. Alors c'est pas tout à fait vrai qu'il a été créé en 2010, puisqu'en fait en 2010 il a remplacé la taxe professionnelle, qui, elle, était basée sur les immobilisations. Et là, on va le voir, elle est basée sur deux éléments, la partie foncière et la partie valeur ajoutée. Même taxe professionnelle qui avait dû remplacer quelque chose que moi, j'ai pas connu, qui s'appelait la patente, il y a très longtemps. La première partie, c'est la contribution foncière des entreprises. Hop, je vais masquer les petites icônes. Donc la partie contribution foncière des entreprises. Voilà. Qui est un impôt annuel dû par les entreprises existantes au 1er janvier de chaque année. C'est pour ça qu'on dit qu'on est souvent exonéré la première année, c'est qu'en fait on n'existe pas le 1er janvier. Donc puisqu'on n'existe pas le 1er janvier, on n'a pas à payer cet impôt. Seules les entreprises existantes au 1er janvier doivent le payer. C'est pour ça qu'on ne crée jamais aussi une entreprise le 31 décembre ou le 2 janvier ou le 1er janvier, on attend le 2 janvier, puisque sinon bah, on rentre avant même quasiment d'avoir fait une activité dans cet impôt dès la première année. Les personnes qui sont redevables de cet impôt, ben, c'est toute personne physique ou morale exerçant de manière habituelle une activité professionnelle non salariée. Les salariés ne sont pas concernés. Alors quand on dit toute personne, on verra, je vous ai mis un slide spécifique sur des exonérations. C'est aussi un impôt sur lequel il y a beaucoup d'exonérations.
et on essaiera d'en détailler quelques-unes. L'impôt, il est basé sur la valeur locative des immeubles exploités. Donc cette valeur locative, elle a été redéfinie il y a 5 ans, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, où il y a eu toute une partie où on a interrogé les propriétaires sur euh, les loyers qui étaient versés par les locataires par type de bien, de façon à revoir cette valeur locative. Quand on dit valeur locative, du coup, c'est un impôt qui peut rappeler feu la taxe d'habitation, ce qui existe encore pour les résidences secondaires, ou la taxe foncière, c'est des bases qui sont pas toujours très claires et qui sont déterminées directement par les impôts. On retrouve la base sur son avis d'imposition, mais savoir comment elle est déterminée n'est pas évident. C'est un impôt qui comporte une base minimum en fonction du chiffre d'affaires d'il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que des fois, même si on a des tout petits locaux ou même si on n'a carrément aucun local dédié à l'activité, on a quand même un impôt qui est dû sur une base minimum. Et cet impôt, ben, la base, c'est la valeur locative des immeubles. Les taux d'imposition sont décidés par les collectivités territoriales. Et donc, ben, en fonction d'une ville à l'autre, on ne paye pas la même chose puisque les collectivités territoriales n'ont pas appliqué les mêmes taux. Les fameuses exonérations. On a une exonération générale quand notre chiffre d'affaires d'il y a 2 ans est inférieur ou égal à 5 000 euros. Donc ça, c'est relativement facile. On a cette exonération qui s'applique à tout le monde. On a des exonérations de plein droit qui s'appliquent à certaines professions. Je vais vous mettre un lien et puis Quentin, normalement, vous faire un copier-coller du lien dans la conversation pour que vous puissiez aller le voir. Donc ça s'applique à certaines professions, artistes, artisans, professions médicales, agricoles, souvent qui répondent à des critères spécifiques d'exercice. Et donc on dit qu'elles sont de plein droit parce qu'elles sont prévues par la loi et il n'y a pas besoin de délibération supplémentaire. On a des exonérations qui sont par contre là sur des délibérations des communes qui sont souvent, elles, liées à des zones à redynamiser et qui sont souvent des exonérations qui sont limitées dans le temps. Donc là, je vous ai mis le lien, comme souvent à chaque fois quand je le fais, vers service public, de façon à ce que ce soit quelque chose d'assez général. Et quand on regarde, ben, vous avez quelles sont les exonérations de la CFE. Voilà, exonération de plein droit. Certains chauffeurs de taxi ou d'ambulance qui exploitent moins de voitures avec moins de 7 personnes. Vous voyez, c'est vraiment des conditions particulières. Des vendeurs à domicile, si leur rémunération est inférieure à des exploitants agricoles. Voilà. Donc vous avez comme ça un grand nombre. On ne peut pas toutes les lister. C'est pour ça que j'ai préféré vous remettre le lien dans le webinaire et qu'on va vous donner le lien dans la conversation. Et puis on a, voilà, comme je vous ai dit, des exonérations facultatives, donc qui sont soumises à l'approbation des collectivités bénéficiaires. Il faut que les collectivités bénéficiaires disent oui, je suis d'accord pour que cette exonération prévues par la loi s'appliquent chez moi. Elles sont souvent temporaires. Et donc, bah, on a plein de choses qui sont liées à des zones à redynamiser pour favoriser l'implantation des entreprises dans ces communes-là. Un petit focus sur les multi-établissements, c'est-à-dire les entreprises qui auraient plusieurs établissements, donc plusieurs locaux. On a bien une imposition qui est due pour chaque immeuble. Quand on a plusieurs locaux dans la même commune, ces impositions sont regroupées sur le même avis d'imposition. Je vous montrerai comment se passe l'avis d'imposition. Et quand on a plusieurs établissements, je vous avais dit qu'on avait une base minimum qui était appliquée. Euh, Bonne nouvelle, la base minimum ne s'applique qu'au seul établissement principal. Elle ne s'applique pas aux établissements secondaires. En termes de déclaration et de paiement, on a une première échéance qui est la déclaration des éléments imposables, qui se fait sur une déclaration qui porte le numéro 1447. Pareil, Quentin, là, si tu peux nous mettre dans la discussion le lien.
pour télécharger directement ce document. Donc c'est la première année, quand on s'est créé, normalement on le reçoit, ce document, mais tous les SIE ne l'envoient pas. En tout cas, spontanément, avant le 31 décembre, vous devez transmettre cette déclaration à votre service des impôts. Donc avant le 31 décembre de l'année de création, et en cas de modification des locaux en cours d'année. Vous avez pris plus de local, vous avez rendu une partie de vos locaux, vous avez déménagé, vous avez cette déclaration 1447 à refaire. Elle se présente comme ça. Hop, voilà. Où vous avez votre identification, le rappel de votre structure, des éléments sur votre activité et quand on a été créé, des éléments sur votre chiffre d'affaires prévisionnel pour ces histoires d'exonération aussi. Des renseignements sur l'établissement, et puis toute une première partie donc sur le descriptif des locaux, quelle partie, quel professionnel, industriel, commercial, habitation, qui est le propriétaire, de façon à ce que les impôts soient sûrs de bien vous retrouver. Et une partie qui est importante, c'est le quatrième volet de cette déclaration 1447. C'est là où on va demander les dispenses, les exonérations. Voilà. Les entreprises nouvelles qui bénéficient, l'article 44 sexies, c'est souvent celles qui bénéficient d'une exonération temporaire d'impôt sur leurs bénéfices. Et ben, en général, elles bénéficient en même temps d'une exonération de CFE, mais il faut en faire la demande. Si vous ne faites pas la demande et que si vous remplissez pas ce document 1447 avant le 31 décembre, bah, vous bénéficierez pas de cette exonération. Donc une déclaration avant le 31 décembre pour la première année et en cas de modification. Après, ce sont des calculs qui sont effectués directement par l'administration fiscale et qui sont appelés sur rôle. Donc sur rôle, c'est un document comme on a les taxes foncières, comme on a les taxes d'habitation. C'est un document qui est calculé et établi par l'administration fiscale. C'est un document qu'on ne reçoit pas par la poste. Vous le devez obligatoirement aller sur votre espace pro impôt.gouv pour aller le récupérer. Donc c'est pas parce que vous l'avez pas reçu aujourd'hui que vous devez pas le payer. Il faut vraiment aller vous rendre sur votre espace professionnel impôt.gouv pour le télécharger. Je vous ai mis des captures d'écran pour vous montrer le processus dans un slide qui suit. C'est pour ça que moi souvent j'appelle ça la taxe d'habitation des professionnels. Ce que vous avez vu, c'est une base qui est déterminée par les impôts, des taux qui sont déterminés par les collectivités et un calcul et un avis qui est émis par les impôts. Donc ça ressemble dans le processus de collecte à la taxe d'habitation que vous avez pu connaître ou à la taxe foncière que vous pouvez connaître si vous êtes propriétaire. C'est un paiement en ligne avant le 15 décembre, donc le 15 décembre c'est lundi, et c'est souvent des paiements sur lesquels on peut s'abonner entre guillemets au télépaiement à l'échéance. Donc la première année, ben, on fait cette démarche et puis on s'abonne en même temps en disant comme ça la prochaine année je veux être prélevé et donc vous n'aurez pas de démarche à faire les années suivantes. Vous serez automatiquement prélevé sous réserve de ne pas avoir changé de compte bancaire. Et c'est aussi un paiement qu'on peut mensualiser en mettant en place un contrat de mensualisation avec un dixième de la cotisation qui est payée entre janvier et octobre et le solde après. On est assez peu à être concerné, mais vous pourriez avoir un acompte à verser au 15 juin si la contribution foncière des entreprises de votre entreprise l'année précédente était supérieure à 3 000 euros. Ce serait aussi à gérer sur votre espace pro impôt.gouv. Je n'arrive pas à passer la diapo d'après. Voilà, je suis allé trop loin du coup. Je vous ai fait un petit focus sur la location. Parce qu'il y en a souvent pas mal de questions dessus. Donc la contribution foncière des entreprises, elle suit les règles générales, mais il y en a quand même pas mal de petits cas particuliers. Quand on est en location saisonnière, donc par exemple votre appartement à la mer ou à la montagne que vous louez quelques semaines par an, vous êtes aussi soumis en complément de la contribution foncière des entreprises à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Puisqu'en tant que propriétaire, quand vous louez 2, 3, 4, même plus
votre appartement, vous êtes présumé en garder la jouissance le reste du temps. Et donc, puisque vous disposez de la jouissance du bien et que ce bien est une résidence secondaire, la taxe d'habitation est due. Donc, c'est normal. Après, on appréciera le terme de normal, mais c'est normal de payer, quand on est dans ce cas-là, à la fois la CFE et à la fois la taxe d'habitation. Pour la location, on bénéficie de l'exonération de CFE pour les locations meublées de moins de 5 000 euros. Donc, c'est l'exonération générale qui s'applique aussi aux locations meublées, puisque les locations meublées sont considérées comme une activité professionnelle. On a une exonération de contribution foncière des entreprises pour la location de locaux professionnels quand les loyers sont inférieurs à 100 000 euros par an, donc quelque chose d'assez important, mais on a des fois des gens qui sont supérieurs à ce montant de loyer, et ben, eux, ils deviennent redevables de la CFE. Et on n'a pas de contribution foncière des entreprises pour les locations d'immeubles nus à usage d'habitation. Donc si vous avez un en location pour 1 000 euros par mois, ça vous fait 12 000 euros de loyer. Si l'appartement est à usage d'habitation, vous n'avez pas de CFE. Si par contre vous êtes en location meublée, vous êtes au-delà du seuil de 5 000 euros et donc vous êtes en CFE. Vous avez aussi une exonération qui existe quand vous louez une partie de votre résidence principale en location meublée, sous réserve que cette location meublée soit classée si jamais c'est touristique, ou deviennent la résidence principale du locataire. Donc si vous avez un locataire qui occupe une chambre à l'année dans votre résidence principale, vous êtes exonéré de CFE. Le fameux site impôt.gouv, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce site? Hop, je vous ai simulé la connexion une fois que j'étais déjà connecté et que j'étais dans mon dossier. Et vous allez trouver dans mes services, en dessous du compte fiscal, l'avis CFE. Une fois que vous cliquez sur cet avis CFE, vous retombez sur une page où vous avez un accès par impôt et vous allez trouver un impôt contribution foncière des entreprises avec vos avis d'imposition. Et dans vos avis d'imposition, vous allez retrouver des éléments relatifs à tous vos locaux et toutes les années avec la possibilité de filtrer et là, la possibilité de télécharger à l'avis le rôle qui a été émis par les impôts. Ce rôle, il se présente avec toutes vos références. Donc, souvent, on vous demande pour faire le paiement, votre numéro fiscal, la référence de l'avis. C'est sur ce document-là que vous allez les trouver. Et le montant de l'impôt que vous devez payer avec la date limite de paiement. Et en bas, ici, si vous avez déjà choisi le prélèvement à l'échéance, comme je vous conseillais de le faire, vous avez marqué, vous avez choisi le prélèvement à l'échéance, le montant sera prélevé le 27 décembre. On a en plus un petit délai d'une dizaine de jours. Vous voyez, ça suit vraiment la taxe foncière. Quand on fait pareil pour la taxe foncière, on a le même délai d'une petite dizaine de jours en plus. On a ce montant qui est prélevé à l'échéance. En dessous, vous avez les références du mandat de prélèvement qui peuvent vous permettre de retrouver le compte bancaire sur lequel ce sera prélevé. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Le, le prélèvement sera fait et vous avez, entre guillemets, juste à approvisionner votre compte bancaire pour pouvoir faire le paiement. Si vous devez payer, alors, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'était la première page de l'avis d'imposition. La deuxième page de l'avis d'imposition va vous détailler les valeurs locatives qui ont été retenues, le chiffre d'affaires qui a été retenu par tranche pour savoir si vous avez imposé sur la base minimum, la fameuse ligne 9, imposition sur la base minimum, oui. Donc là, l'idée, c'est de vérifier que votre chiffre d'affaires était cohérent de façon à ce que la base minimum qu'on vous ait appliquée soit la bonne. Et puis après, la base qui est retenue et les taux qui sont applicables avec des frais de gestion qui sont prélevés pour pour l'État, pour le service de recouvrement et le montant total qui est à payer. Et si vous devez faire le paiement, c'est un paiement en ligne et c'est là que je vous disais que vous avez besoin des références de votre avis d'imposition puisqu'on va vous demander la référence de l'avis avant de vous demander de saisir votre RIB pour faire le paiement. Et c'est la première fois, en fait, on fait le premier paiement.
Et puis après, tout de suite dans la foulée, le site impôts.gouv va vous proposer de passer en prélèvement à l'échéance ou de passer en mensualisation. À vous de choisir ce que vous préférez entre aller tous les ans sur le site pour faire votre paiement, la mensualisation ou le prélèvement à l'échéance. Moi, j'ai une préférence pour le prélèvement à l'échéance, mais après, c'est personnel. Voilà pour cette partie contribution foncière des entreprises, qui était la première partie de la contribution économique territoriale. La deuxième partie s'appelle contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, et là, elle est plus déclarative. La base de calcul, ben, comme son nom l'indique, c'est la valeur ajoutée produite de l'entreprise. On a des taux 2025, parce qu'ils augmentent, enfin ils bougent en 2026, donc un taux qui est progressif de 0 jusqu'à 0,19%. Il y a des taxes additionnelles. On n'a pas de contribution sur la valeur ajoutée si notre chiffre d'affaires de l'année est inférieur à 500 000 euros. Après, on est toujours 500 000 euros sur 12 mois, hein. On est ramené après, si jamais on a des exercices qui sont décalés, qui font moins de 12 mois ou plus de 12 mois, on refait un prorata. On a sur cette part-là, pas sur la totalité, hein, la CFE, il n'a jamais été prévu de la supprimer, mais la CVAE, il a été prévu de la supprimer. Donc on avait une suppression qui, normalement, devait être totale en 2027, qui, pour maintenir l'équilibre budgétaire, a été reportée en 2030. Et carrément, pour maintenir l'équilibre budgétaire, on a quand même fait une petite augmentation entre 2024 et 2025. Donc entre 2024 et 2025, elle réaugmente. Et de 2027 à 2028, à 2029, elle va rebaisser pour normalement être supprimée en 2030. Bon, on verra bien. La suppression avait déjà été décalée pour beaucoup. En termes de déclaration et de paiement, on doit faire une déclaration de sa valeur ajoutée si notre chiffre d'affaires dépasse 152 500 euros. Et c'est le feuillet E de la déclaration de résultat. Donc j'ai remis les principales déclarations de résultats, 2033E ou 2059E quand on est commerçant, artisan, industriel. Donc ça, c'est en fonction de la taille de l'entreprise ou quand on est à l'impôt sur les sociétés. 2035E pour les professions libérales, mais on va les trouver dans aussi une 2072E quand on est une SCI et qu'on est concerné. Sur ce feuillet-là, on va déclarer, et donc dans maconta.fr, on le gère, hein, ce feuillet, et on le préalimente. On va aller déclarer la valeur ajoutée qui a été produite au cours de l'exercice. C'est celle-là qui servira de base au calcul. Et la case qui est très importante dans ce feuillet-là, c'est la coche mono-établissement. Si votre entreprise a un seul établissement, vous exercez à un seul endroit, vous avez un seul numéro SIRET, n'oubliez pas de la cocher, cette case. Là, je vous ai mis une capture d'écran du feuillet 2033E qui est géré par maconta.fr dans le module déclaration fiscale. N'oubliez pas de la cocher parce que ça vous évite de déposer la déclaration 1330. Si vous êtes multi-établissement, vous devez obligatoirement déposer la déclaration 1330. C'est cette déclaration-là qui va permettre aux impôts de répartir votre contribution sur la valeur ajoutée en fonction des communes dans lesquelles vous exercez. Et si vous n'avez pas coché cette case dans votre déclaration de résultat, les impôts vont vous relancer pour faire cette déclaration-là. Donc, vu qu'une simple coche vous évite de faire une déclaration, voilà, si vous êtes mono-établissement, je vous invite à la déclarer. Donc, on a un premier élément où on est obligé de déclarer sa valeur ajoutée quand on a plus de 152 500 euros de chiffre d'affaires. Mais pour autant, on est dispensé de paiement si on a moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, plus de 152 500 euros, on déclare. Plus de 500 000 euros, on déclare carrément sur une déclaration spécifique 1329 le montant qu'on doit calculer sur la valeur ajoutée. Cette déclaration, on l'a fait en ligne sur son compte impôt.gouv. On doit la faire avant le 3 mai de chaque année. Alors, des fois, la date est un tout petit peu décalée en fonction de comment tombent les jours fériés, mais retenez le 3 mai. Attention, cette date du 3 mai, elle est antérieure à la date limite de dépôt que vous avez pour votre déclaration. Donc, vous avez jusqu'au 18 mai, 15 jours après cette date-là du 3 mai, pour déposer votre déclaration 2033-2059, mais vous avez que jusqu'au 3 mai pour faire votre déclaration. Donc, si vous avez plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire quasiment que vous devez avoir fait
votre comptabilité pour le 3 mai pour pouvoir faire le paiement de cette contribution. Et si vous êtes une entreprise un peu plus importante, donc là on va être dans des entreprises à partir de 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires, vous pouvez avoir des acomptes à verser le 15 juin et le 15 septembre si votre CVAE dépasse 1 500 euros. Sur une déclaration 1329, assez pour un compte cette fois. Comment ça se passe en termes de comptabilité? Je vous l'ai dit, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée. On a deux comptes qu'on utilise, qui sont des comptes d'impôts et taxes. Donc pour la CFE, le compte 635-110, pour la CVAE, le compte 635-120. Et quand on fait le paiement directement depuis la banque, je vous ai mis la capture d'écran du logiciel le 15 décembre. J'ai fait mon paiement de CFE, il faisait 791 euros et je l'ai enregistré en contribution économique territoriale. Je n'ai pas de TVA sur cet impôt, donc je ne l'ai pas enregistré là-dessus. Et donc comme ça, je vais comptabiliser ma dépense. On a une petite particularité lors des clôtures quand on n'est pas en année civile, puisqu'en fait on n'a pas payé la taxe encore, puisqu'elle est payée le 15 décembre. Donc ça concerne les bénéfices industriels et commerciaux et les IS, pas IIS, et les IS. Et je vous ai pris l'exemple, par exemple, d'une clôture qui se ferait au 31 octobre. Et ben en fait, on a le droit de déduire 10 douzièmes, parce qu'on est au 31 octobre, hein, ce serait 8 douzièmes par exemple au 31 août. On a le droit de déduire 10 douzièmes de la contribution foncière des entreprises. Et donc là, on va aller passer une opération diverse pour faire un, constater la dette qui existe à la date du 31 octobre. Et j'ai fait le calcul, moi, j'ai pris 10 douzièmes de ma dépense. Alors, si je la connais, parce que mon avis a déjà été émis, je peux prendre celle de l'année. Si je la connais pas, je prends celle de l'année dernière. Ça va pas changer fondamentalement la donne. Et donc, j'ai mis 10 douzièmes de 791 euros dans un compte de charge. Ça me permet d'anticiper la dépense, de réduire tout de suite mes impôts que je vais payer au titre de cette année-là. Et je l'ai mis dans un compte de dette. Et puis, avec ma petite fonction contrepassée, je contrepasserai cette écriture le 1er novembre de l'année suivante, qui sera mon premier jour de mon nouvel exercice. Un petit tableau récap de cette fameuse contribution économique territoriale. Donc les deux composantes, la contribution foncière des entreprises qui est calculée sur la valeur locative des locaux et la CVAE calculée sur la valeur ajoutée. On n'a pas de seuil de déclaration, on est exonéré jusqu'à 5 000 euros, mais on n'a pas de seuil sinon de déclaration. Et on a deux seuils à connaître en CVAE, la déclaration plus de 152 500 euros de chiffre d'affaires et le paiement plus de 500 000 euros. En termes d'échéance, on a sur la CFE décembre, donc le 15 décembre pour faire le paiement, donc jusqu'à lundi sur votre compte impôt.gouv, et les acomptes au 15 juin si on était supérieur à 3 000 euros. Sur la CVAE, c'est le 3 mai de l'année qui suit donc le 3 mai 2026 pour l'année 2025, avec des acomptes à verser en juin et septembre si on a plus de 1 500 euros. Et en termes de comptabilisation, je vous ai remis les deux comptes, 635-110 et 635-120 pour ces deux taxes. Voilà pour le focus que on voulait vous faire sur cet impôt. Vraiment, la partie la plus difficile, c'est de savoir de quelles exonérations vous pouvez bénéficier et ne pas louper la première année, la déclaration 1447 qu'il y a à faire pour pouvoir bénéficier de ces exonérations. Et c'est pour ça que je vous avais mis le lien. Hop, je vais arrêter le partage de mon écran. Et Quentin, si nous avons des questions. Merci Sylvain. Alors oui, on a plusieurs questions. Hop, notamment une question sur les seuils. Je pense qu'il va falloir revenir un petit peu dessus. Attends, je la retrouve parce qu'il y a eu des échanges sur des soucis d'accès à l'onglet questions-réponses. Alors la première, comment peut-on vérifier les éléments retenus par l'administration fiscale pour la CFE? C'est le grand mystère de cet élément-là. À part les questionner et pour savoir comment ils ont déterminé cet élément-là, c'est comme sur la taxe foncière, c'est pas évident. Donc on peut après faire des comparatifs.
sur un collègue qui est dans la même commune, qui a des locaux qui seraient similaires pour voir est-ce que c'est logique qu'on ait les mêmes éléments. Maintenant, elles sont pas mal basées sur les loyers qui ont été déclarés par les propriétaires, donc le loyer qui est versé impacte aussi cette CFE. Le premier élément à regarder, c'est savoir si vous êtes sur la base minimum ou pas. Si on est sur la base minimum, et donc là, on va vérifier qu'on est dans la bonne tranche de chiffre d'affaires. Sur le lien que tu as dû mettre dans la conversation, on avait les exonérations, on a les tranches de chiffre d'affaires sur la base minimum aussi, qui est sur le même site, que je vais d'ailleurs peut-être retrouver euh, comme ça, CFE, et repartager mon écran. Hop, tac. Voilà, je vais repartager mon écran tout de suite dessus. Donc je suis sur le même lien un peu plus bas hein, que ce qu'on avait que ce qu'on a mis dedans. Voilà, vous avez les tranches de chiffre d'affaires et les montants minimums qui peuvent être retenus. Donc en fait, l'objectif, quand on est basé sur la valeur minimum, c'est de vérifier que les impôts ont bien retenu la bonne tranche de chiffre d'affaires. Donc si j'ai 50 000 euros de chiffre d'affaires en N-2, ben, je dois être dans cette tranche-là. Et on a un montant qui est entre 237 et 2374. Donc ça, c'était 2024, par contre, 2025, on est là, entre 243 et 2433. Et ce montant minimum, il est selon la commune. Normalement, si vous êtes dans la bonne tranche de chiffre d'affaires, votre commune a pris le bon montant. Si vous êtes dans la bonne tranche de chiffre d'affaires et que vous êtes sur la base minimum, ce qui est assez fréquemment le cas, bah, il n'y a pas grand-chose à regarder sur la valeur locative, puisqu'en fait, on est taxé sur une base minimum qui a été décidée par la commune. Merci. Ensuite, est-ce qu'une SCI est aussi exonérée de la CFE si location de locaux professionnels inférieure à 100 000 euros? Ouais, la condition, c'est locaux professionnels. Après, il y a donc les locaux professionnels. Quand on est à moins de 100 000 euros, on n'est pas concerné par la CFE. Et quand on loue des locaux professionnels, donc là, on est au niveau du loueur, hein. Le locataire, c'est en fonction de son activité. Tu es pharmacien, c'est en fonction de ton activité de pharmacien et des locaux que tu utilises en tant que pharmacien que tu vas payer. C'est pas en fonction de ton loyer, plus ou moins de 100 000 euros, que tu vas payer. On se situe vraiment au niveau du propriétaire qui loue le local. Et là, on regarde, c'est un local professionnel. S'il y a plus de 100 000 euros de loyer, dans ce cas-là, on est soumis à la CFE. S'il y a moins de 100 000 euros pour un local professionnel, on est exonéré de CFE. Et ce critère-là, tu peux être un propriétaire particulier, tu peux être dans une SCI, tu pourrais être dans une SARL. C'est l'activité, ça n'a pas d'impact. C'est vraiment ce seuil local professionnel, plus de 100 000 euros, qui déclenche la CFE. D'accord. C'était la question d'après, l'exonération de CFE pour les locations de locaux pro inférieurs à 100 000 euros. Est-ce pour le loueur ou pour le locataire? Donc c'est bien pour le Hop, loueur, le locataire, il est taxé en fonction de son activité à lui et donc de la liste de toutes les exonérations qu'on a vues et vous avez vu la liste, elle était vraiment vraiment importante, donc on peut pas faire l'inventaire là pendant le webinaire, mais on va regarder l'activité, le locataire va regarder son activité, va regarder s'il a une exonération ou son implantation géographique si c'est une exonération qui est liée à un quartier prioritaire, une zone de revitalisation rurale et toutes les zones d'incitation à l'établissement des entreprises. ok. Ensuite, une question, quelqu'un qui a deux établissements sur deux villes. Un des avis CFE l'impose sur la base du chiffre d'affaires global inférieur à 250 000 euros, mais cet établissement n'est pas mon établissement principal. Est-ce qu'il est quand même assujetti à la CFE? Et ensuite, il nous demande quels sont ses recours, question à laquelle on pourra pas forcément répondre, mis à part contacter son service des impôts. Mais au moins sur la première partie, sur les établissements principaux et secondaires. Alors, on paye sur chacun des établissements la CFE. Quand on a plusieurs établissements dans la même commune, on reçoit un avis enfin, on le reçoit pas, on va le chercher sur impôt.gouv. Mais sur impôt.gouv, on a un avis par commune et par année. Donc, si vous avez deux établissements dans la même commune, bah, vous aurez les deux adresses qui seront listées sur votre avis, mais vous aurez un seul avis d'imposition. Euh,
Et si on a plusieurs communes, on a un avis d'établissement par commune. On paye, quand on est multi-établissement, sur l'établissement principal tel qu'il a été déclaré auprès du registre du commerce, tel qu'il est enregistré au registre national des entreprises. On est soumis à la contribution minimum sur la valeur ajoutée. Sur les établissements secondaires, on n'est pas soumis à la contribution minimum sur la valeur ajoutée, on paye uniquement en fonction de la valeur locative. Donc sur l'établissement principal, eh ben, on paye, si jamais notre valeur locative est inférieure à la base qui a été déterminée par la commune, on paye cette valeur minimum. Si jamais c'est l'établissement secondaire, on ne paye pas sur cette valeur minimum. Et par rapport à la question sur les recours sur la CFE se font au travers de votre messagerie sécurisée du site impôt.gouv, c'est le plus simple. Après, vous pouvez les faire par recommandé aussi, hein. Mais tous les échanges privilégiez la messagerie. Les réponses vont plus vite et puis vous avez une vraie traçabilité sans avoir les coûts d'un recommandé. Et pour la CFE, vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement pour la mise en rôle, l'édition du rôle pour contester. Donc pour contester votre CFE 2024, vous avez jusqu'au 31 décembre 2025. Donc il vous reste une quinzaine de jours pour le faire. Très clair, merci. Il y a une autre question, mais on y a répondu sur la question d'avant. 2 locaux dans la même commune, un local de vente et un local de production, sans vente directe. Faut-il payer la CFE pour les 2 locaux séparément? Tu viens d'y répondre, c'est dans la même déclaration que se trouveront les 2 locaux, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Dernière question, un auto-entrepreneur qui a démarré son activité en 2023, il y a 2 ans, qui n'a jamais dépassé les 5 000 euros de CA et un CA 2024 à 0 euros. Pour 2025, est-ce qu'il peut se faire du coup exonérer? Alors normalement c'est automatique hein, sur l'avis d'imposition, hein, vous verrez chiffre d'affaires retenu 0 ou moins de 5 000 euros et du coup vous serez exonéré, vous aurez un avis d'imposition à 0. Donc, il n'y a pas de. Normalement, les impôts connaissent votre chiffre d'affaires, soit au travers de la déclaration de résultats qu'on transmet quand on est une entreprise soumise à un régime réel, soit au travers de la déclaration qu'on fait quand on déclare son chiffre d'affaires, quand on est une entreprise soumise à un régime forfaitaire calculé sur le chiffre d'affaires. Si jamais l'avis est erroné, ben, comme je l'ai dit juste avant, hein, une réclamation au travers de la messagerie sécurisée pour contester l'avis d'imposition. Super, merci. Je suis en train de vous partager hop, le questionnaire sur votre satisfaction sur le webinaire. On a fait le tour des questions. Sylvain, je ne sais pas si tu souhaitais ajouter une dernière info pour nos utilisateurs présents. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci pour votre présence sur un sujet pas facile, peut-être pas hyper funky non plus. Voilà. Mais en termes de comptabilité, comme je vous l'ai dit, c'est facile. Ce qui est plus compliqué, c'est les calculs à vendre et c'est d'essayer de comprendre sur quoi on paye et surtout bien regarder ces histoires d'exonération. Parfait, merci Sylvain, merci à tous et à bientôt sur nos prochains webinaires du coup. Merci Bonne à fin toutes et à de tous. matinée. Bonne fin de journée, bon appétit.